Mon père m'a relégué à la cuisine, tandis que ma sœur s'attribuait le mérite de ma vision, appuyée par ma mère. Après 2 ans de labeur, je servais du café quand un investisseur a demandé « Qui a créé ce menu ?» Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Lefebvre. J'ai 34 ans. Mes parents se sont moqués de moi lors du lancement du café de ma sœur, me disant de rester en cuisine comme une employée, tandis qu'elle s'attribuait le mérite de l'endroit que j'avais passé 2 ans à bâtir, du plancher au plafond. Et puis, au milieu de la pièce, avec des investisseurs, la presse locale et la moitié de la ville, coupe de champagne à la main, l'investisseur principal a pris une bouchée de ma pâtisserie, a regardé droit devant, au-delà de ma sœur, et a demandé « Qui d'entre vous a réellement créé ce menu ?» La première personne à répondre fut ma mère. « Camille est la visionnaire », a-t-elle dit avec un rire, une main posée fièrement sur le dos de ma sœur. Émilie n'a fait qu'aider pour les détails pratiques. Des détails pratiques ? J'étais à 1,80 mètres de là, tenant une cafetière en argent. Ma sœur Camille a souri comme si cette phrase lui allait parfaitement. Mon père a acquiescé, déjà en train de la présenter à un autre invité comme le cerveau derrière le grain doré. Le cerveau. J'avais signé les contrats fournisseurs. J'avais négocié le bail. J'avais choisi le carrelage, l'éclairage, les fours, la machine à espresso, l'agencement, la vitrine à pâtisserie, l'image de marque, le menu d'ouverture et le planning du personnel. Mais bien sûr, ma sœur était le cerveau parce qu'elle savait porter du lin crème et tenir un verre sans pied comme si le succès lui avait toujours appartenu. C'était le schéma familial. Camille avait le beau langage. J'avais le labeur. Elle était louée pour son goût. On me demandait de nettoyer derrière. Même enfant, c'était ça l'arrangement. Quand nous avions 10 et 12 ans, ma mère me faisait glacer le gâteau d'anniversaire de Camille parce que tes mains sont plus stables. Puis elle le portait dans la salle à manger et disait à tout le monde que Camille avait un œil si sûr pour les belles choses. Quand nous étions adolescentes, j'ai organisé le dîner du 50e anniversaire de mon père, jusqu'au plan de table. Il a remercié Camille d'avoir réuni la famille parce qu'elle avait choisi le restaurant. Une fois adulte, rien n'a vraiment changé. C'est juste devenu plus cher. 2 ans plus tôt, Camille était venue me trouver en pleurs dans la cuisine de mon appartement avec un tableau Pinterest, une rupture difficile et l'idée qu'ouvrir un café lui donnerait enfin quelque chose à elle. Elle n'avait pas de plan d'affaires, pas d'expérience en opération, pas de menu, pas d'expérience en personnel, et exactement 7 000 € provenant d'un règlement qu'elle décrivait comme un capital de démarrage. J'avais 10 ans d'expérience dans la restauration et l'hôtellerie. 5 en opération, 3 à aider d'autres personnes à redresser des entreprises qu'elles étaient sur le point de perdre. Alors, naturellement, mes parents m'ont regardé et m'ont dit « Tu devrais aider ta sœur. Elle a besoin de toi. » Besoin. Ce mot a ruiné plus de filles que n'importe quelle insulte. J'aurais dû dire non à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 années suivantes à faire ce que j'ai toujours fait dans cette famille, transformer le rêve de quelqu'un d'autre en une réalité fonctionnelle pendant que tout le monde autour de moi appelait ça du soutien. Je n'ai pas aidé, je l'ai construit. J'ai passé mes samedis à visiter des propriétés vides avec des agents immobiliers pendant que Camille disait des choses comme « Je veux que ça fasse féminin mais pas précieux ». J'ai traduit cela en superficie, accès aux services publics, flux de livraison et trafic piétonnier projeté. J'étais assise devant mon ordinateur portable après minuit à élaborer des feuilles de coups pendant que ma sœur envoyait des tableaux d'ambiance et changeait d'avis sur les couleurs des murs. J'ai testé des soupes dans ma propre cuisine, développé la rotation des pâtisseries, formé le personnel d'ouverture, établi les normes des fournisseurs et corrigé la conception du bar à espresso après que l'entrepreneur l'ait mal installé. Quand le premier pâtissier a démissionné, j'ai couvert le quart de préparation. Lorsque le système de caisse a planté, j'ai reconstruit moi-même la structure d'inventaire. Lorsque Camille a oublié la date de l'inspection sanitaire, je suis restée debout jusqu'à 3 heures du matin pour réétiqueter la moitié de l'arrière-boutique afin que nous réussissions. Et quand mes parents sont venus, ils n'ont jamais dit une seule fois « Émilie, cet endroit n'existe que grâce à toi ». Ce qu'ils ont dit, c'est « Camille fait enfin quelque chose de spécial ». Enfin, comme si les années de travail que j'avais déjà accomplies dans de véritables entreprises comptaient moins parce que rien de tout cela ne venait avec un éclairage doux et une occasion de photos de famille.
Le jour du lancement, j'étais assez épuisée pour me sentir vide. Le café était magnifique. Je dois le reconnaître. Des étagères en chêne chaud, des murs crème, des suspensions en laiton, des fleurs fraîches près de la caisse, mon menu imprimé sur des cartes épaisses et texturées. La vitrine à pâtisserie scintillait sous le verre du matin comme une promesse que j'avais cuite de mes propres mains. Le grain doré. Un joli nom d'ailleurs. Le mien aussi. Camille avait voulu quelque chose de français mais cosy. Mon père avait suggéré de le nommer d'après ma sœur. Ma mère voulait quelque chose avec une énergie de fille. Je l'ai nommé en 10 secondes en déchargeant de la farine. Ce matin-là, je suis arrivée à 5h30. Bien sûr que oui. Les croissants avaient besoin d'être terminés. Le personnel d'ouverture avait besoin de visages calmes. L'une des baristas paniquait déjà à propos de la caisse. La crème avait été livrée à la mauvaise entrée. Le ruban n'était toujours pas attaché à la porte quand ma mère a fait irruption à 9h15, vêtue de soie et parfumée, comme si elle arrivait pour un déjeuner mondain au lieu d'un lancement. Elle a jeté un œil autour d'elle et a dit « Émilie, reste en arrière autant que possible. Nous voulons Camille au premier plan aujourd'hui. » J'ai en fait ri parce que je pensais qu'elle ne pouvait pas le dire si crûment. Elle l'a fait. Mon père est arrivé juste derrière elle et a empiré les choses. « Ne sois pas de mauvaise humeur à ce sujet, » a-t-il dit en ajustant sa cravate. Les gens ont besoin d'un visage clair pour l'entreprise. Un visage clair, signifiant joli, soigné, les mains vides, signifiant pas moi. À 11h30, l'endroit était plein. Voisins, amis de mes parents, hommes d'affaires locaux, 2 journalistes du magazine de la ville, et un homme en costume gris que j'ai immédiatement reconnu grâce au chuchotement nerveux de Camille toute la semaine, Marc Leclerc, l'investisseur que mes parents étaient désespérés d'impressionner. Celui qu'ils pensaient pouvoir amener le café au niveau supérieur. Ma sœur flottait dans la pièce, racontant l'histoire de son concept, tandis que je versais du café, arrangeais un plateau et continuais de capter des fragments de mon propre travail sortant de sa bouche dans un langage plus joli. Puis Marc a pris une gorgée du café noir, a ramassé l'un de mes scones au romarin et cheddar, et a posé quelques questions pointues auxquelles Camille ne pouvait clairement pas répondre. Elle a souri, a tergiversé et a dit « Oh, je me fie juste à mon instinct. » Il a acquiescé une fois. Puis il a goûté la tartelette citron-thym du plateau de pâtisserie, a jeté un coup d'œil vers la cuisine ouverte où je me tenais, de la farine encore sur mon pantalon noir, et a posé la question qui a changé toute la pièce. Qui d'entre vous a réellement créé ce menu? La question est restée en suspens assez longtemps pour séparer chacun en fonction de qui il était réellement. Ma mère a répondu en premier, comme toujours. Camille a la vision, a-t-elle dit avec ce petit rire suave qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que le vol sonne élégant. Émilie est merveilleuse dans l'exécution. Merveilleuse dans l'exécution, comme si j'étais une plongeuse avec des opinions. Mon père est intervenu juste après elle, la main déjà sur le coude de Marc Leclerc comme si la proximité seule pouvait orienter la réponse vers la fille la plus jolie. Camille a bâti le concept, a-t-il dit. Émilie a juste aidé en arrière-boutique. Juste aidé. J'ai regardé Camille. Elle a souri. C'est cette partie qui m'a presque donné le vertige. Non pas qu'elle s'attribue le mérite. Elle le faisait déjà dans des pièces plus petites depuis 2 ans. C'était qu'elle avait l'air parfaitement à l'aise de le faire devant moi, comme si la répétition avait finalement transformé le mensonge en mobilier. Marc Leclerc a acquiescé une fois, mais pas de la manière dont mes parents pensaient qu'il le ferait. Il a pris une autre gorgée de café, puis a baissé les yeux sur la carte du menu dans sa main, puis sur la vitrine à pâtisserie, puis a de nouveau dépassé Camille et s'est dirigé droit vers moi. « Vous, » a-t-il dit. Venez ici. La pièce a changé instantanément. Pas bruyamment, subtilement. Le genre de changement que les gens font semblant de ne pas remarquer tandis que chaque nerf de leur corps s'y incline. Mon père a ri trop fort. Elle est nécessaire en cuisine. Marc ne l'a même pas regardée. Je lui ai demandé. J'ai posé la cafetière. Le visage de ma mère s'est crispé pendant une demi-seconde, puis s'est recomposé en une expression d'inquiétude. Émilie est nerveuse dans ces moments-là. Cela m'a presque fait rire.
J'avais négocié des disputes d'entrepreneurs, des pannes d'équipement, des inspections sanitaires, des effondrements de personnel, des pénuries de fournisseurs et un petit feu de graisse 3 semaines plus tôt. Pendant que Camille était assise sur le parking à pleurer parce que la couleur de la peinture lui semblait agressive. Mais oui, c'était moi qui étais nerveuse. Je suis sortie de derrière le comptoir quand même. De la farine encore sur mon pantalon. Le tablier toujours en place. Les cheveux tirés trop fort parce que j'étais là depuis l'aube, m'assurant que le rêve de ma sœur ne la ridiculiserait pas publiquement. Marc a brandi le menu. Qui a développé cela? Moi. Camille a répondu au même instant, nous deux. Marc l'a regardé puis m'a regardé de nouveau. Qu'y a-t-il dans la crème pâtissière au thym sous la tartelette aux poires? J'ai répondu sans réfléchir, crème au mascarpone réduite, zeste d'orange, thym infusé à chaud mais non bouilli, et un peu de poivre noir en finition pour éviter que la douceur ne soit trop plate. Il a acquiescé une fois. Alors pourquoi du poivre noir? Pour que la douceur ne devienne pas sentimentale. Cela a provoqué le plus petit changement sur son visage. Pas un sourire. Une reconnaissance. Celle que les gens compétents se donnent mutuellement lorsque la pièce a enfin cessé de mentir assez longtemps pour que la vérité entre en scène. Camille s'est approchée, éclatante et maintenant offensée. Marc, je ne pense pas qu'interroger mon personnel soit nécessaire. Mon personnel. Voilà. Pas sœur, pas partenaire, pas même personnel de soutien. Ma mère a immédiatement superposé de la sympathie. Émilie prend les choses très personnellement. Elle est tellement attachée aux détails. Attachée aux détails. Les détails, c'était l'entreprise. Les détails, c'était le menu, les marges, le flux de préparation, les relations avec les fournisseurs, le timing du service, les ratios de personnel, le rendement des pâtisseries, le programme de café, l'inventaire d'ouverture, la liste de la presse locale. Et la raison pour laquelle la pièce sentait chère au lieu de désespérer. Marc a posé sa tasse. Alors, laissez-moi reformuler, a-t-il dit. Qui a écrit le menu? J'ai dit, moi. Camille n'a rien dit cette fois. Cela comptait plus que si elle avait argumenté. Parce que le silence peut être une confession lorsque la pièce sait déjà où réside le travail. Mon père a tenté de la secourir. Camille a eu l'idée. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé Marc. C'est vrai, ai-je dit, elle a eu l'idée d'ouvrir un café. La pièce s'est de nouveau tue. Parce que tout le monde a entendu la phrase qui ne venait pas après, Marc a demandé, et qui en a fait ceci? J'ai soutenu son regard. Moi. Ma mère a ri comme si je m'étais ridiculisée. Émilie a toujours été dramatique à propos de l'effort. C'était une phrase si parfaite pour elle que je l'ai presque admirée. 23 mots pour effacer 2 ans et appeler ça de la personnalité. L'expression de Marc s'est refroidie. Pas envers moi, envers eux. Il a tendu la main vers le plateau de pâtisserie, a repris le scone au romarin et cheddar, l'a cassé en deux, a regardé l'ami, puis a posé une dernière question. Si Émilie partait aujourd'hui, a-t-il dit, lequel d'entre vous pourrait assurer le service ce soir? Personne n'a répondu. Camille a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père a regardé ma mère. Ma mère a regardé partout sauf moi. Et dans ce silence, chaque personne dans la pièce a compris la même chose au même moment. Ma sœur était le visage. J'étais la structure. Puis Marc s'est entièrement tourné vers moi et a dit, intéressant. Parlons en privé. La voix de Camille est devenue instantanément plus acérée. À propos de quoi? Marc a ramassé son manteau du dossier de la chaise. À propos de savoir si je regarde une fondatrice qui a été dissimulée, a-t-il dit. Ou une entreprise bâtie sur un mensonge familial. Toute la pièce l'a entendu. Pas seulement les mots. L'implication. Une fondatrice qui a été dissimulée. Une entreprise bâtie sur un mensonge familial. Ma mère a ri la première parce que le rire était toujours son rideau d'urgence. Oh, Marc, a-t-elle dit en touchant son collier comme s'il avait fait une charmante blague. Vous lisez beaucoup trop de choses dans une dynamique familiale.
Dynamique familiale. Cette expression existe pour que des gens comme mes parents puissent transformer l'exploitation en nuances. Marc n'a pas ri en retour. Il m'a regardé et a dit, « Y a-t-il un endroit plus calme où nous pourrions parler ?» Camille s'est avancée si vite que sa chaise a heurté l'étalage de pâtisserie. « Tout ce que vous avez à demander peut être demandé ici. » Il s'est tourné vers elle calmement. « C'est exactement ce que j'essaie d'éviter. » Cela a frappé plus fort que s'il avait élevé la voix parce qu'à ce moment-là, la pièce était déjà en train de changer. Les invités faisaient semblant de siroter leur boisson tout en observant par-dessus leur verre. L'une des journalistes s'est soudainement très intéressée à son téléphone. Mon père essayait de se sortir par un sourire d'une brèche devenue trop grande pour le charme. Je dois vous dire quelque chose d'important ici. Je n'étais pas courageuse par nature. J'étais entraînée. Il y a une différence. Les femmes comme moi sont qualifiées de fortes alors que ce que nous sommes vraiment, c'est habitué à fonctionner tout en étant humilié. Alors quand Marc a fait signe vers le petit bureau derrière la cuisine et a dit « Émilie », je l'ai suivi. Ma mère a sifflé mon nom derrière moi. Pas fort, juste assez. Ce ton d'avertissement que je connaissais depuis l'enfance. Celui qui signifiait « Souviens-toi de ton rôle. Souviens-toi qui a le droit de parler. Souviens-toi qui paie pour ta place dans la pièce. » J'ai continué à marcher. Le bureau était à peine plus qu'un bureau, un classeur et une étagère murale avec des menus supplémentaires et des dossiers de paie. Ça sentait encore la peinture fraîche et la chaleur de l'imprimante. Marc a fermé la porte derrière nous. Pas complètement, juste assez pour qu'il soit clair que c'était une conversation et non une exécution publique. Puis il m'a regardé et a posé la question la plus simple du monde, « Quelle part de cet endroit vous appartient ?» J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais passé 2 ans à bâtir une entreprise que je pouvais diriger dans mon sommeil, et je ne savais toujours pas comment répondre sans paraître ridicule. En termes de travail, ai-je dit, la majeure partie. Sur le papier, j'ai regardé le sol, aucune. Cela l'a fait se figer. Pas choqué, juste déçu d'une manière qui semblait presque personnelle, comme s'il détestait le principe de la confiance gaspillée. « Donc, votre sœur possède le café ?» ?»« Oui. »« Et vous ?» ?»« On m'a dit que je serais prise en charge une fois que ça réussirait. » Il s'est légèrement penché en arrière. Il y a peu de choses plus humiliantes que d'entendre le langage de sa famille à voix haute devant un étranger compétent. Prise en charge. Partie du rêve. Nous savons tous qui a fait quoi. Phrase douce. Bol vide. Marc a acquiescé une fois. Très bien, alors. Rendons cela plus facile. Je vais vous poser quelques questions. Répondez rapidement. J'ai acquiescé. Coût alimentaire actuel, 28,4%. Plus près de 31 si la vitrine à pâtisserie surproduit. Meilleur article en marge, tartelettes citron-thym et café filtre. Le pire, la tartine de paleron braisé, à moins que nous n'augmentions le prix de 2 € ou ne réduisions la portion. Fournisseur en qui vous avez le moins confiance ? Leclerc primeur pour les délais ? Les tricots bleus pour la facturation. Plus grand risque opérationnel dans les 60 premiers jours ? Camille promettant des choses aux clients pour lesquelles nous ne pouvons pas personnellement répondre. Cela a provoqué un tout petit sourire. Puis il a demandé, problème de personnel pour la semaine d'ouverture ? 2 baristas sont trop inexpérimentés pour fermer seuls. J'ai besoin d'un chef d'équipe plus expérimenté le week-end, sinon la file d'attente s'allongera avant 9h30. Il a croisé les bras. Et votre sœur sait tout cela ? J'ai soutenu son regard. Non. C'était la première fois que je le disais sans la protéger. Cela a immédiatement changé quelque chose en moi. Non pas la situation, mais la posture. Parce que la vérité, une fois prononcée clairement, a le don de faire en sorte que votre propre voix semble moins louée. Marc a regardé vers la porte entr'ouverte. C'est-elle le rendement des pâtisseries de cette vitrine là-bas ? Non. Le rythme de réapprovisionnement des produits secs ? Non. Le seuil de rentabilité pour les jours de semaine ? Non.
Alors pourquoi est-elle debout dans la salle à manger à dire aux gens qu'elle a bâti un café? La question était assez tranchante pour me blesser aussi. Parce que j'avais aidé à construire cette illusion pendant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait au bon moment. Parce que mes parents traduisaient toujours son ambition en droit et ma compétence en devoir. Parce que chaque fois que j'approchais de demander mon nom sur quelque chose, mon père disait « Ne rends pas ça moche ». Et ma mère disait « Camille a besoin d'une chose qui lui soit vraiment propre ». Besoin. Encore ce mot. Ce qu'il voulait dire, c'est « Elle le veut, et nous t'avons déjà attribué le coup ». J'ai dit « Parce que ma famille est habituée à ce que je fasse fonctionner les choses en silence ». L'expression de Marc a changé alors, pas plus douce, mais plus claire, comme si toute l'affaire s'était mise au point pour lui. À ce moment précis, la porte du bureau s'est ouverte plus largement sans que personne ne frappe. Bien sûr, c'était mon père. Cela a assez duré, a-t-il dit, portant déjà sa colère comme si elle était investie d'autorité. Marc, s'il y a confusion, nous pouvons la dissiper en famille. Marc ne s'est même pas levé. Je ne suis pas confus. Mon père a ignoré cela et m'a regardé droit dans les yeux. Émilie, arrête d'embarrasser ta sœur. Voilà. Pas arrête de mentir. Pas ce n'est pas vrai. Juste arrête de rendre le mensonge coûteux. Je me suis levé lentement. Je l'embarrasse? Oui, a-t-il claqué. C'est son jour. Je l'ai regardé, puis je l'ai dépassé dans la salle à manger où Camille se tenait toujours sous la suspension lumineuse, souriant trop fort pendant que ma mère lui chuchotait à l'oreille, et que les invités faisaient semblant de ne pas remarquer la fissure traversant la pièce. Puis je me suis retournée vers mon père et j'ai prononcé la phrase que j'aurais dû dire 2 ans plus tôt, « Non, ceci est mon travail ». Le silence qui a suivi m'a semblé énorme. Mon père a réellement cligné des yeux. Marc m'a regardé pendant une longue seconde, puis a glissé la main dans la poche de son manteau et en a sorti une carte. Il l'a posée sur le bureau entre nous. Bien, a-t-il dit. Alors j'aimerais voir ce qui se passe quand votre travail porte votre nom. Pendant 1 seconde, personne n'a bougé. Mon père a fixé la carte sur le bureau comme si le papier lui-même était devenu irrespectueux. Camille s'est remise la première. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a ri doucement, est entrée dans l'embrasure de la porte et a dit « Marc, je pense qu'il y a eu un malentendu. Émilie est très attachée au processus, et elle est incroyable en soutien, mais cela reste mon entreprise. » Marc ne l'a même pas regardé. Il m'a regardé. Vraiment? Cette question a fait plus de dégâts qu'une accusation n'en aurait fait parce qu'elle a forcé la pièce à séparer la propriété de l'effort, le titre de la vérité, et ma famille avait survécu grâce au flou pendant des années. J'ai répondu avec prudence. Sur le papier, oui. Opérationnellement, non. Mon père a claqué, ça suffit. Je me suis tournée vers lui. Non, en fait, ça ne suffit pas. Puis j'ai regardé Marc et j'ai dit la seule chose que je n'avais jamais dite clairement devant eux tous, elle possède la coquille. J'ai bâti ce qu'il y a dedans. Le silence qui a suivi était assez lourd pour être palpable. Camille est entrée hautement dans le bureau maintenant. Plus de sourire. Tu es incroyable. Encore ce mot. Comme si mon honnêteté était la chose étrange. Comme si une femme pouvait passer 2 ans dans le rêve de quelqu'un d'autre, le maintenir en vie de ses 2 mains, et être toujours accusée de trahison à la minute où elle utilisait la première personne du singulier. Ma mère a essayé de radoucir la scène. Émilie, ma chérie, tu es fatiguée. Les jours de lancement rendent tout le monde émotif. J'ai ri juste devant elle. Pas fort, pas élégant, juste assez pour ruiner le dernier acte de sa performance. Non, maman. Je suis précise. Marc a acquiescé une fois à cela. Puis il m'a demandé, avez-vous des chiffres? J'en avais. Bien sûr que j'en avais. Parce que les femmes comme moi sont toujours priées de ne pas rendre les choses moches. Alors, nous avons appris à les rendre indéniables. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon cabas et en ai sorti le mince classeur noir que j'avais apporté au cas où quelque chose se casserait pendant le service. Feuille de coût, rendement des recettes,
conditions des fournisseurs, projection de main-d'œuvre, délai de réapprovisionnement, ratio de café, objectifs quotidiens, cible de gaspillage de pâtisserie, le véritable système nerveux de l'endroit. Camille est devenue blanche en le voyant. Mon père a vu son visage et a dit trop vite, ce classeur appartient à l'entreprise. J'ai croisé son regard. C'est moi qui l'ai fait. Marc a tendu la main. Je le lui ai donné. Il a feuilleté 3 pages, puis 5, puis 10. Il s'est arrêté aux notes marginales, au pourcentage de coups surlignés, aux grilles de formation, au plan de quart de la semaine d'ouverture. Sur la couverture intérieure, dans le coin inférieur droit, il y avait mes initiales et la date du fichier original, 16 mois plus tôt. Il a levé les yeux. Quand exactement, a-t-il demandé à Camille, comptiez-vous apprendre tout cela? Camille a croisé les bras. Je n'ai pas besoin de connaître chaque ligne de détail pour diriger un concept. Marc a fermé le classeur. Cela dépend, a-t-il dit. Voulez-vous un concept ou voulez-vous une entreprise? Cela l'a fait taire. Mon père s'est avancé de nouveau, sa voix plus basse maintenant, plus dangereuse parce qu'il pensait que le calme le ferait paraître raisonnable. Marc, avec tout le respect que je vous dois. Les familles fonctionnent différemment. Émilie a toujours été plus pratique. Camille est meilleure à l'extérieur. Cet équilibre nous convient. Nous. Le voilà. Le pluriel familial. L'arme douce. Le mot qui fait sonner le travail d'une femme comme communautaire jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent en jeu. Marc l'a regardé avec un désintérêt manifeste. Cela peut fonctionner pour votre table de dîner. Cela ne fonctionne pas pour mon capital. Cette phrase a tout changé. Parce que jusque-là, mes parents se disaient encore que c'était une conversation gênante, une petite turbulence, quelque chose qu'ils pourraient aplanir plus tard avec des larmes, des reproches et l'ancienne campagne de pression. Mais le capital ne se soucie pas de qui a pleuré le premier. Il se soucie de qui peut gérer le mardi. Marc s'est levé. Je n'investis pas dans cette structure, a-t-il dit. Camille a en fait attrapé le bureau à 2 mains. Quelle structure? Celle où la fondatrice est décorative, l'opératrice est cachée, et la famille pense que la gratitude compte comme capital. Ma mère a inspiré brusquement. Mon père a dit, c'est insultant. Marc a enfilé son manteau. Non, c'est coûteux. Puis il s'est tourné vers moi. Si jamais vous décidez de vouloir votre propre table au lieu d'une place dans la cuisine de quelqu'un d'autre, appelez-moi. Il a ramassé sa carte sur le bureau, l'a retournée, a écrit un autre numéro au dos et me l'a tendu directement. Pas à Camille, pas à mon père, à moi. Et parce que Dieu a un sens du timing, c'était le moment exact où l'une des journalistes locales est apparue depuis la salle à manger, ayant clairement assez entendu pour savoir où se trouvait la véritable histoire. Camille l'a vu aussi. C'est là qu'elle a craqué. Pas gracieusement. Pas en privé. Elle m'a pointé du doigt et a dit assez fort pour que la moitié du café l'entende, tu étais censé rester en cuisine. Toute la pièce s'est figée. Marc n'a pas bougé. Ni moi. Parce qu'une fois qu'une vérité pareille se dit à voix haute, on n'a pas besoin de la décorer. On la laisse juste là et on laisse tout le monde choisir le genre de témoin qu'il veut être. Ma mère a murmuré, Camille. Mais c'était trop tard. La journaliste avait son téléphone sorti. Mon père ressemblait à un homme regardant son propre mensonge prendre feu de l'intérieur. Et tandis que je me tenais là, la carte de Marc encore chaude dans ma main, j'ai réalisé qu'au matin, ma famille ne ferait pas seulement face à une dispute privée. Elle ferait face à une pièce pleine de gens qui savaient maintenant exactement qui avait bâti le café et exactement à quel point ils avaient essayé de la cacher. Au matin, l'histoire était déjà sortie. Pas tout, juste assez. La journaliste locale n'a pas publié un article de scandale hurlant avec les noms de ma famille en néon. Elle a écrit quelque chose de bien plus dangereux. Des éloges nets sur le menu du grain doré, le raffinement du service, la force de la vitrine à pâtisserie d'ouverture, le sens opérationnel intelligent derrière un lancement visuellement charmant. Et enterré à mi-chemin, une phrase,
Plusieurs invités ont discrètement noté que les parties les plus techniquement impressionnantes du café semblaient provenir d'une femme présentée uniquement comme une aide. Une aide. Ma mère a détesté cette phrase. Non pas parce que c'était injuste, mais parce que c'était reconnaissable. Je me suis réveillée avec 23 messages d'elle seule. Des longs, des défensifs, des larmoyants. Un qui disait simplement « As-tu la moindre idée de ce que les gens disent ?» Oui, ai-je pensé. Pour la première fois de ma vie, il disait la bonne chose. Camille a appelé 12 fois avant midi. J'ai répondu une fois. Elle n'a pas commencé par bonjour. Tu m'as humilié. Cela m'a fait sourire avec lassitude. Non, ai-je dit. Tu m'as présenté comme un second plan et tu t'es ensuite fâché quand la pièce a remarqué que j'avais des mains. Elle a émis un son comme un rire, mais il y avait de la panique dessous maintenant. Une vraie panique. Pas à cause de moi. À cause de ce qui arrive aux gens comme ma sœur quand l'atmosphère cesse de couvrir l'ignorance. Tu es incroyable, a-t-elle dit. Sais-tu ce que papa endure à cause de toi? Voilà. Pas, qu'est-ce que j'endure? Pas, qu'avons-nous fait? Juste l'ancienne mathématique familiale. Toujours en train d'essayer de résoudre tout autour du malaise masculin. J'ai dit, je ne m'occupe ni de papa ni de toi. Pas aujourd'hui. Puis j'ai raccroché. Vers 14h cet après-midi-là, 2 des baristas m'avaient envoyé un message privé. D'abord, Louise, tu vas bien? Aussi, si tu pars, je pars. Puis, Mathéo, qui s'occupait du passe-pâtisserie, juste pour info, Camille a demandé ce matin où était le ratio de pâtes salées et s'est ensuite fâchée quand personne ne savait ce qu'elle voulait dire. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Non pas parce que cela me surprenait, mais parce que c'était comme entendre un bâtiment se fissurer après en être déjà sorti. Marc Leclerc a appelé à 16h. Pas de préambule, pas de fausse sympathie, pas de prétention que la veille n'avait pas été ce qu'elle fut. Je suis toujours intéressé, a-t-il dit. Je me suis assise à ma table de cuisine, mon carnet ouvert devant moi. En quoi exactement? En vous, a-t-il dit. Pas dans l'arrangement de votre sœur. C'est déjà instable. J'ai regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. Des voitures. Un voisin traînant une poubelle dans la vie ordinaire. Puis j'ai dit, je n'ai pas de café. Non, a-t-il dit, vous avez quelque chose de mieux. Vous avez la preuve. Cela a fait mouche parce qu'il avait raison. Non pas la preuve que j'étais talentueuse. Je le savais déjà. La preuve que sans moi, la chose que j'avais bâtie ne pouvait même pas se décrire correctement. Il voulait que je lui envoie un concept à mon propre nom. Pas demain. Pas quand les choses se calmeraient. Avant vendredi, dans 3 jours. Ma mère est venue à mon appartement le jeudi soir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Quand les messages ne fonctionnent plus, les femmes comme elle arrivent en personne, portant leur chagrin comme s'ils devaient encore ouvrir des portes. Elle se tenait là dans un doux manteau beige, les yeux gonflés, tenant une boîte de pâtisserie de la bonne adresse qu'elle achetait chaque fois qu'elle voulait que le remords sonne cher. Puis j'entrai. J'ai regardé la boîte, puis elle, puis de nouveau la boîte. Non. Cela a semblé la choquer sincèrement. Émilie, non. Ai-je répété, plus calmement cette fois. Tu ne peux pas rater mon lancement, effacer mon travail en public, et puis venir ici chercher une pièce plus douce. Ses yeux se sont remplis immédiatement. J'essayais de maintenir la paix. J'ai presque ri. Il n'y a pas de phrase plus dangereuse dans les familles comme la mienne que « j'essayais de maintenir la paix ». Cela signifie généralement qu'une fille était tranquillement sacrifiée pour maintenir le confort de tous les autres. Tu essayais de garder Camille au centre. Ai-je dit. Ce n'est pas la paix. Elle a commencé à pleurer alors. De vraies larmes. Je crois que ma mère pleurait souvent sincèrement. Elle pleurait juste généralement trop tard pour s'empêcher d'en bénéficier d'abord. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Si, ai-je dit, tu savais. Tu pensais juste que je resterais en cuisine. Celle-là a frappé parce que pour la première fois, je l'ai vu réaliser que je ne me disputais pas sur une seule nuit.
Je nommais toute l'architecture familiale. Et une fois qu'une structure est nommée, les gens doivent soit reconstruire, soit admettre qu'ils préféraient qu'elle reste cachée. Elle a quand même laissé la boîte de pâtisserie sur la table de couloir devant mon appartement. Je ne l'ai pas prise. Le vendredi, j'ai envoyé le dossier à Marc. Pas poli jusqu'à une fausse confiance. Pas vague et visionnaire et implorant d'être interprété gentiment. Claire. 30 places assises. Matinées axées sur la boulangerie. Menu du soir concis. Marge solide. Croissance contrôlée. Mon nom sur la première page. Fondatrice et opératrice créative Émilie Lefebvre. Cette seule ligne m'a presque fait pleurer. Non pas parce que j'avais besoin que le monde le voie. Mais parce que j'avais besoin de le voir sans m'excuser. 2 semaines plus tard, Marc et ses partenaires m'ont rencontré pour le petit déjeuner. Pas dans une salle de conférence élégante, mais dans un restaurant d'hôtel simple avec de la mauvaise confiture et du bon café, ce qui m'a fait leur faire davantage confiance. Au moment où la réunion s'est terminée, j'avais ce que le grain doré ne m'avait jamais offert, un chemin avec mon nom attaché et des conditions qu'aucun membre de ma famille ne pourrait négocier avec son charme. Quant à Camille, le grain doré est resté ouvert un certain temps. Les jolis endroits peuvent survivre sur la nouveauté plus longtemps qu'ils ne le devraient, mais le service s'est détérioré. La cohérence du menu a fluctué. Le personnel a commencé à partir. Les clients ont remarqué que la pièce avait toujours l'air chère tandis que la nourriture semblait moins certaine chaque semaine. Sans prononcer mon nom, les gens continuaient à décrire l'absence. Bref, en hiver, elle postait moins. Au printemps, elle restructurait. Mon père a blâmé l'économie. Ma mère a blâmé le personnel. Camille a blâmé ma négativité. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'étais occupée à bâtir mon propre endroit. Il a ouvert 10 mois plus tard. Plus petit que le grain doré. Meilleur que le grain doré. Le premier jour, je me suis tenue sur le pas de ma propre porte, de la farine sur mes manches et mon nom sur le bail, et j'ai regardé les gens s'asseoir dans une pièce dont personne ne m'avait forcé à sortir. Marc est venu cet après-midi-là, a commandé le scone au romarin et cheddar, a pris une bouchée et a dit « ça a le goût de la propriété ». C'était mieux que des éloges. C'était de l'exactitude. Et si vous vous demandez si ma famille est venue à cette ouverture, non, je ne les ai pas invités, car parfois la guérison n'est pas le moment où ils se présentent enfin. Parfois, c'est le moment où vous arrêtez de leur réserver la meilleure table.